Marine Leleu, bonjour. Bonjour. Vous êtes coach sportive, diplômée d'État, blogueuse et surtout spécialiste d'ultra-endurance, avec notamment 3 Ironman à votre actif. Vous êtes devenue cet été la première Française à réussir l'Enduroman entre Londres et Paris. On va quand même dire que c'est un triathlon extrême qui relie Londres à Paris. 460 km répartis entre course à pied, natation et cyclisme. Pas mal. À vos côtés, François Raoux, bonjour. Bonjour. Cardiologue à l'IMM et à l'INSEP. Vous suivez Marine depuis 2012 sur le plan cardiologique. Marine, qu'est-ce qui peut pousser une jeune femme comme ça à faire de l'endurance? C'est une histoire de famille? C'est vrai que j'ai toujours été sportive. Mes parents ont toujours été sportifs. Ça a toujours été dans les valeurs de ma famille. Après, c'est vrai que je me suis mise à faire des marathons, des Ironman et j'ai toujours eu envie d'aller peut-être chercher un petit peu plus, découvrir un petit peu où est-ce que le corps pouvait aller. Et j'ai trouvé ça super intéressant de préparer cette course, de faire cette course et surtout sur les 3 sports qui me passionnent vraiment. Alors vous êtes relativement humble en disant j'ai envie de pousser un petit peu plus avec les Ironman, parce que vous poussez l'aventure, c'est 140 km à pied, 33 km de natation en pleine Manche, la mer de la Manche, et puis 280 km de vélo juste pour terminer. Vous avez fait ça en un petit peu moins de 3 jours. On se prépare comment pour ce genre d'épreuve? Alors comment on se prépare? Combien de temps aussi? Alors c'est vrai que j'avais toujours eu, on va dire, un niveau assez... j'ai toujours eu un bon entraînement tout le temps, mais j'ai vraiment fait ma prépa, elle a été axée de janvier vraiment à juin. Donc avec beaucoup de natation en piscine, des entraînements aussi en mer. C'est vrai que j'avais une tête pas très belle quand je suis sortie de la Manche. Voilà. Et c'est surtout que la traversée de la Manche, c'est 33 km à vol d'oiseau, mais avec les courants, j'en ai fait un peu moins de 50. Donc, c'est pas en piscine. Hein, voilà, pas... on ne peut pas savoir. Donc beaucoup d'entraînements en piscine, mais aussi des entraînements en lac et en mer pour s'habituer au sel, au courant, etc. Au niveau de la course à pied, j'avais des phases, parce qu'on ne peut pas tout le temps courir, il faut faire attention. Donc j'ai fait des entraînements de 50 km, 60, 70 jusqu'à 110 km, le plus gros entraînement. Voilà. Et après, du coup, le vélo aussi beaucoup en salle et aussi en plein extérieur. Ce qu'il faut faire attention, c'est que pendant ces 9 mois, il ne faut pas se blesser. Donc il faut bien s'entraîner, mais pas se blesser, parce que si on se blesse, on ne peut plus s'entraîner, voire plus faire la compétition. Voilà, mais passionnant comme préparation. Sur le plan cardiologique, c'est quoi les risques? C'est un vrai challenge, hein, bien sûr, à la fois sur la préparation et puis sur l'épreuve en tant que telle, hein, bien sûr. La préparation, c'est quelque chose sur lequel il faut vraiment insister parce que c'est le plus important. C'est-à-dire qu'on construit une course, c'est-à-dire on fait un travail spécifique pour cette course à partir de nos acquis. Donc évidemment, pour envisager de l'ultra-fond, c'est-à-dire de l'endurance extrême, il faut avoir des acquis solides et se préparer après spécifiquement. Pour le cœur, pour les poumons, pour le cardiovasculaire, c'est un challenge de toute façon. Sur la durée, bien sûr, parce que c'est une étape d'endurance, hein, entre la course à pied, la traversée de la Manche et le vélo derrière, hein, le tout condensé sur une 60aine d'heures. Mais également par rapport à l'environnement, puisque la traversée de la Manche expose à l'hypothermie, ce qui est une contrainte supplémentaire. Autrement dit, on navigue un petit peu à vue, hein, je dirais, pour le coup, entre la performance en tant que telle et l'environnement qui va être créé, avec un grand nombre d'incertitudes sur la météo, sur la température de l'eau, sur les contraintes de récupération qu'on peut être amené à imposer. Là, elle était à combien, l'eau? 14 degrés. Et l'hypothermie derrière, hein, ce qui renforce encore plus c'est la ça, contrainte. parce qu'en fait, là, vous avez passé donc, une quinzaine d'heures dans 15 la mer. 15h06 exactement. 15h06 dans la mer, à 14 degrés, 15 degrés. Oui. On fait comment? C'est pas possible, ça, physiologiquement? La preuve que si, physiologiquement, ça reste possible. L'hypothermie, c'est la plus grande crainte, notamment pour le cardiologue, particulièrement le cardiologue du sport, dans ce type de traversée, c'est la plus grande crainte, puisque l'hypothermie expose à des problèmes cardiologiques spécifiques. Sauf que j'imagine pour vous et puis pour les autres athlètes, quand vous sortez de l'eau, votre corps n'est plus à 37 degrés. Ah non, pas du tout. Et c'est surtout qu'en plus, j'ai traversé la Manche le lendemain d'avoir couru 18 heures. Donc déjà, mon corps était fatigué. Mais c'est vrai que j'ai fait des périodes d'entraînement où j'ai été m'entraîner dans la Manche en avril. Elle était à 9 degrés pour habituer mon corps. Il faut se préparer à l'hypothermie. Voilà, donc vraiment. En fait, j'ai pris des douches froides pendant presque 1 an pour habituer mon corps. Et du coup, j'étais habituée. Et j'avais pris 12 kilos aussi pour avoir chaud. Plus de gras. Vous avez pris comment? 12 kilos. D'accord, alors ça c'est étonnant parce qu'en fait généralement chez les sportifs, avant de faire une mais performance, on les compliqué. on les affûte et vous prenez du poids. Ouais, c'est surtout qu'en plus j'ai pris ce poids-là, mais pour courir c'est pas lourd. top. C'est bien pour la natation, mais pas pour courir. C'est pour ça que je dis que Exactement. cette prépa c'était passionnant. C'est passionnant de voir comment le corps il réagit, c'est fascinant. Le corps Alors, humain. elle est sortie de l'eau à 32 degrés, c'est-à-dire que lorsqu'on voit les images où elle arrive sur la terre, donc sur les côtes françaises, elle sort de l'eau à 32 degrés. Pendant tout le processus de natation, il a fallu qu'on surveille, bien entendu. Comment vous surveillez pendant la natation?
Alors, avant tout, c'est le risque principal étant l'hypothermie, c'est le ressenti déjà du nageur, bien entendu. Ensuite, ce sont les ravitaillements. Les ravitaillements en mer, évidemment, c'est pas comme les ravitaillements en course ou en vélo. C'est-à-dire qu'il faut vous donner une perche avec effectivement le ravitaillement précis et surtout la possibilité de se réchauffer. Le ravitaillement permet notamment de donner du thé chaud, ce qui permet de maintenir la température corporelle. 32 degrés, c'est pour nous, grosso modo, à peu près le seuil le plus inférieur. En dessous de 32 degrés, on s'expose quand même à des contraintes, à des problèmes cardiovasculaires plus importants. Donc évidemment, il faut en tenir compte. Et puis surtout, il faut réchauffer rapidement, puisqu'après, il y a le vélo qui suit l'épreuve de natation. Donc il faut arriver à réchauffer rapidement l'organisme sur une période très très courte. Donc ça, vous pourrez parler du thé pour réchauffer l'organisme. C'est du thé, c'est des couvertures. Comment ça se passe ? Couverture, vous savez que le réchauffement, l'hypothermie, la meilleure chose, effectivement, c'est d'essayer déjà de se réchauffer par l'intérieur, donc boire effectivement un liquide chaud, se couvrir bien entendu, enlever tous les vêtements mouillés bien sûr. Ça reste valable d'ailleurs pour tout à chacun, effectivement sur les conditions météo un peu froides. Et puis surtout, arriver à éviter de se mettre un peu plus en difficulté, c'est-à-dire s'envelopper complètement dans une couverture de survie et puis laisser le corps récupérer sa température parce que c'est encore le corps qui sera le meilleur, le plus efficace en tout cas pour remonter la température. C'est quoi les sacrifices que ça impose là, les 2 années de préparation? C'est quoi votre vie en dehors de cet entraînement? C'est énorme, c'est vrai que c'est beaucoup de sacrifices, beaucoup. En plus, j'allais m'entraîner à Fontainebleau, donc à côté de Paris, donc il fallait que je fasse les allers-retours en train. C'était axé des entraînements, se dire aujourd'hui je cours 60 km donc je peux pas faire grand chose de la journée après. Gérer par rapport aussi au travail parce que je travaille aussi à côté, un petit peu tout ça, mais après c'est vraiment un gros sacrifice. Il y a une énorme organisation aussi à côté et c'est mon amie Chloé qui a tout géré, tout ce qui est l'organisation de tout ça. Donc ouais, beaucoup de sacrifices, mais au final, ça vaut le coup. Je dis que oui, j'ai pas vraiment eu de vie, mais j'ai voulu le faire et je regrette pas du tout. Voilà. Alors au-delà de la performance physique incroyable, on dit souvent des athlètes endurants comme vous avez un moral d'acier. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire. En tout cas, même moi, quelquefois, j'emploie ce terme-là. Mais ça veut dire quoi? C'est que pendant ces 3 jours, vous êtes dans un état second, vous êtes en transe, Comment on fait pour tenir 3 jours? Parce que j'imagine que même entraîner, c'est dur. Enfin, c'est difficile. En fait, c'est vrai que je pense que j'ai un bon mental de base, mais c'est vrai que des fois, j'ai du mal à me repenser à certaines choses. Par exemple, surtout sur la traversée de la Manche, parce que quand on court, on voit un arbre, on voit un panneau, notre cerveau, il réfléchit tout seul. Enfin, on voit des choses. Mais dans la Manche, je ne voyais rien. Il y avait les méduses, il y avait des phoques aussi, et on ne voit rien. Et donc, surtout, j'ai fait des petits bacs dans ma tête. J'ai pensé à des choses bêtes, et des fois, je pense que je pensais à rien. Il y a des moments, je pense que mon cerveau était sur pause, vraiment. Donc, je ne sais pas vraiment, quoi, en fait. Et il y a un défi, c'est quoi le suivant? Ce que je dis toujours aux gens, c'est continuez à me suivre sur les réseaux sociaux, vous verrez. Mais bien sûr qu'il y en a. Bien sûr. Après, le but, c'est pas toujours faire plus, aller chercher encore plus. Ça n'a pas d'intérêt. C'est de faire quelque chose de constructif et surtout qui me fait plaisir et de le partager avec les gens. Vous, d'un point de vue médical, de manière très rapide, d'un point de vue médical au niveau cardiologique, on apprend d'athlètes? Complètement, parce qu'on sort des sentiers battus. On apprend des choses qui pourraient servir à des patients lambda. Alors, notamment, une chose intéressante, c'est sur les temps de récupération. Il y a beaucoup de dogmes sur les temps de récupération après les épreuves. On voit ça sur les courses de masse, par exemple, comme le marathon, où on part du principe que très souvent, on prend pour acquis le fait d'avoir une période de récupération après longue, parce que le corps doit récupérer. Ce que nous montre Marine sur des épreuves, alors moyennant évidemment sans partir dans des performances extrêmes, c'est que des temps de récupération courts sont tout à fait possibles. Alors, la règle absolue, de toute façon, revient essentiellement sur l'entraînement. C'est-à-dire, plus on est entraîné, plus on peut se permettre ces temps de récupération. L'autre point important aussi, c'est la nutrition. On a besoin d'avoir, sur l'ultrafond, sur le fond, c'est-à-dire sur des épreuves plus courtes, on a besoin d'avoir une nutrition indispensable et extrêmement bien structurée. C'est très important d'arriver à ça. Ça reste, de toute façon, on apprend. Parce qu'on n'est tellement pas dans un environnement classique qu'on apprend obligatoirement là-dessus. On continuera à vous suivre. Bravo. Merci à tous les deux. Merci.